Salut à tous! Par ma petite expérience, j'ai pu remarquer que pas mal de voitures américaines anciennes subissaient les mêmes bricolages, les mêmes modifications que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Je vais pas m'attarder sur les modifications esthétiques qui sont du goût de chacun, mais plutôt sur les modifications mécaniques hyper répandues. Des modifs qui sont censés améliorer les performances, mais qui finalement n'ont aucun effet, voire carrément l'effet inverse. Et on commence avec le filtre à air chromé. Le filtre à air ouvert type Edelbrock, c'était quelque chose d'origine sur certains modèles performants américains, mais ça n'a pas duré longtemps, et la plupart des voitures américaines qu'on trouve aujourd'hui sur le marché n'en étaient pas équipées d'origine. La plupart des V8 américains étaient équipés d'une simple gamelle de filtre à air avec une ou deux entrées d'air qu'on appelle snorkels, et si cette conception a longtemps été adoptée sur les V8 américains, c'est qu'il y a bien une raison. Plus le moteur reçoit de l'air frais et plus il délivre tout son potentiel. En l'occurrence, avec une grosse gamelle de filtre à air et deux snorkels qui récupère l'air plus loin que le haut moteur, on a forcément un air qui est plus frais. Et c'est encore mieux quand au fur et à mesure des années, les snorkels sont carrément équipés de durites qui récupèrent l'air à travers la calandre. Donc là on a vraiment l'air frais de l'extérieur qui est absorbé par le moteur. Si c'est ce qu'on trouve aujourd'hui sur la plupart des voitures modernes, c'est qu'il y a bien une raison. Avec un beau filtre à air chromé ouvert, tu récupères finalement l'air le plus chaud du haut moteur, ce qui est un peu con. Donc on peut aimer le look, mais ça fait pas gagner des chevaux. C'est même le contraire en théorie. On passe sous le filtre à air et qu'est-ce qu'on trouve? Le carbu. C'est lui qui gère le mélange air-essence et quand il se met à foirer, le moteur tourne beaucoup moins rond. Un mauvais réglage, une pièce grippée, des joints secs, des durées de dépression plus très étanches, tout ça peut perturber le bon fonctionnement du carburateur. Pour certains, la solution consiste tout simplement à remplacer le carburateur défectueux par un neuf. Voire carrément mettre un neuf encore plus gros, ils le montent, ils essayent de démarrer, et là c'est le drame. Ben ouais, un carbu neuf sorti de la boîte plug and play, ça n'existe pas. Tu vas forcément devoir taper un bon réglage, et acheter le carburateur adapté à ton moteur. Plus gros veut pas toujours dire plus performant pour ton moteur. Je dis pas que c'est complètement con de remplacer un vieux carbu par un carbu neuf, ça permet de gagner du temps quand le carbu d'origine est vraiment en sale état, et dans certaines conditions, il se peut que les pièces du vieux carbu soient très difficiles, voire impossibles à trouver. Alors dans ce cas, le carbu neuf devient la seule option. Mais parfois, une simple opération sur le vieux carbu aurait permis de régler le problème. Un bon réglage, des nouvelles durées de dépression, voire de nouveaux joints. Et il repartait. Mais la solution du carbu neuf échange standard a longtemps été la tradition. Sous prétexte que c'est plus fiable, que c'est plus facile à régler et que ça marche forcément mieux. Ce qui est faux dans pas mal de cas, un bon paquet de vieux carbu bien réglé et bien révisé font parfaitement le job. Donc pas besoin de lâcher un gros billet chez Summit automatiquement. Encore une pièce coûteuse qu'on a longtemps eu tendance à remplacer sans se poser de questions. Le gros souci bien de chez nous, en France et peut-être dans d'autres pays frontaliers, c'est qu'on n'a pas vraiment la culture de l'entretien des boîtes de vitesse. Une boîte manuelle, 95% des automobilistes ne la vidangeront jamais sans rencontrer de gros soucis jusqu'à la fin de la vie du véhicule. On pense bêtement que c'est la même chose pour une boîte automatique, erreur fatale. Résultat, on a pété un bon paquet de boîtes automatiques sur des bagnoles qui avaient même pas 100 000 km au compteur, voire moins, simplement parce que l'huile et le filtre n'avaient jamais été remplacés. En Amérique du Nord, depuis des décennies, les vidanges de boîtes auto font partie de l'entretien courant et on n'attend pas 50 000 bornes pour faire tomber le carter. La moitié même quand on fait les choses bien. Bref, on explosait les boîtes auto en râlant sur leur manque de fiabilité et on allait en chercher une autre, soit en casse ou sur commande directement aux États-Unis. Le truc, c'est que certains problèmes de fonctionnement peuvent être réglés simplement avec une vidange et remplacement de filtre. D'ailleurs, vous remarquerez que sur les carters de boîtes auto américaines, on trouve rarement un bouchon de vidange, pour la simple et bonne raison que ça te force à faire descendre le carter et à remplacer le filtre à l'intérieur. Et quand la vidange ne suffit pas, tu peux trouver sur le marché un paquet de kits de réfection avec disque d'embrayage. Je dis pas qu'il suffit de se lancer dans une réfection, que c'est à la portée de tout le monde, moi-même franchement je me sentirais pas de le faire. Maintenant ce que je veux simplement dire c'est que ces boîtes ont été conçues dans l'esprit pour être intégralement refaites, la partie intérieure, toutes les pièces mobiles, toutes les pièces d'usure, peuvent être remplacés, donc c'est un peu bête de tout envoyer, d'envoyer le bloc entier, la boîte auto entière à la décharge. Des pros compétents, même en Europe, peuvent refaire marcher ta boîte comme une neuve en utilisant les kits de réfection existants. Je te mets une petite liste de pros en description si ça t'intéresse, d'ailleurs si vous avez également des adresses, vous pouvez les partager en commentaire. Au moins tu gardes ta boîte d'origine et tu sais qu'elle est 100% fonctionnelle. Tu prends pas le risque de te faire refourguer une boîte fatiguée ou mal refaite.
Oui, les freins à tambour, c'est quand même un vieux système bien compliqué pour pas grand chose si on le compare aux freins à disque. Ce qui m'effraie quand on parle de tambour, c'est pas l'efficacité du système en lui-même, c'est surtout la galère le jour où il va falloir bosser dessus. T'as des ressorts dans tous les sens et si tu t'y prends comme un manche, tu peux y laisser un doigt. Avec de la méthode et un bon tuto YouTube, tu peux quand même t'en sortir sans finir à l'hosto, mais ça reste vachement plus sportif que d'un remplacement de disques et de plaquettes. Et sur certaines anciennes, il est pas rare de se retrouver carrément avec des freins à tambour aux 4 roues, quand l'option frein à disque n'a pas été cochée par le premier acheteur, ou quand c'est un véhicule très ancien. C'était le cas sur mon ex-Mercury Cougar, mais finalement au volant, ce que je regrettais le plus, c'était l'absence d'assistance de frein. J'ai eu l'occasion par la suite d'essayer un véhicule américain un peu plus lourd, avec 4 freins à tambour, mais cette fois-ci il y a une assistance, et bah j'ai trouvé ça pas aussi catastrophique que j'ai pu le lire. Des freins à tambour bien réglés sont suffisamment efficaces pour les balades tranquilles que font les 3/4 des propriétaires de voitures anciennes. Il n'y a que dans certaines conditions, comme la compétition ou la conduite en montagne, où les freins vont être vachement sollicités, où ils vont chauffer et ils vont se révéler beaucoup moins endurants, beaucoup moins efficaces très rapidement par rapport à des disques. Dans ces conditions, je peux comprendre que tu souhaites remplacer tes tambours à l'avant par des disques. Après, franchement, sorti de ça, si ton budget est serré, ça vaut peut-être pas le coup de lâcher un gros billet pour faire cette conversion-là. Par contre, l'assistance de frein, c'est pas du luxe. J'en avais pas sur la Mercury Cougar, et franchement, tu te fais les mollets. Faut pas appuyer sur la pédale de frein, mais vraiment écraser la pédale en butée. Parce qu'en boîte auto, t'es arrêté à un feu, tu lâches la pédale d'1 millimètre, la voiture avance. Donc le Mastervac, je comprends, les freins à disque à l'avant, pas indispensable. La voiture américaine, pour beaucoup, ça implique forcément un bon gros moteur V8. Du coup, les plus petites motorisations, aussi cool qu'elles soient, sont souvent boudées et on n'a pas vraiment de remords à remplacer un 600 lignes par un V8. Ce sera aussi toujours plus sexy pour la revente. Vous vous étonnez pas donc de voir pas mal de Mustang équipés de moteur V8 mais avec un numéro de série de Mustang 6 cylindres. Des fois c'est fait proprement avec toutes les modifications que ça implique, parce que tu te doutes bien que tu rentres pas juste un V8 sans remplacer au minimum les éléments de freinage, la suspension et j'en passe. Mais aussi des fois c'est fait vraiment au chausse-pied, tu rentres le V8 comme tu peux et tu changes rien du tout autour. Du coup, tu te retrouves avec une voiture assez dangereuse. Un V8 est souvent plus lourd et plus puissant qu'un L6, donc tu te doutes que c'est pas une modification à prendre à la légère. Ça pose aussi un problème au niveau authenticité et assurance. Quoi que tu fasses, les puristes ne paieront pas ta Mustang 600 lignes transformée en V8 au même prix qu'une véritable Mustang V8 à sa sortie d'usine. Certains comme moi seront peut-être même effrayés par la modif en se disant est-ce qu'il a pas touché à d'autres choses, est-ce qu'il a pas bricolé des conneries, mais faut être réaliste. La plupart des acheteurs novices n'en auront rien à carrer et voudront juste acheter la voiture américaine V8 de leur rêve. D'ailleurs, si t'es novice, cette vidéo c'est aussi l'occasion de te prévenir ce qu'implique un swap, même sur une voiture de collection. Le plus dérangeant dans cette histoire de swap, c'est surtout au niveau de la FFVE et de l'assurance que ça va se jouer. Pour rappel, la FFVE, c'est la Fédération Française des Véhicules d'Époque qui délivre les cartes risques collection. Pour compléter le dossier de carte risque collection, ton véhicule doit être conforme à son état d'origine, donc avoir au minimum un moteur conforme à l'origine. Et pour passer cette étape, les propriétaires de véhicules swappés font généralement de fausses déclarations et accompagnent leur dossier de photos d'un moteur d'origine mais d'un autre véhicule. Pour l'assurance collection, c'est la même histoire, on déclare un véhicule avec un numéro de série qui ne correspond pas avec le moteur plus puissant qui est actuellement sous le capot. Donc fausse déclaration. Dans les deux cas, c'est toujours la même histoire, pas vu, pas pris. Tant que ça roule, tout va bien, puis le jour où t'as un gros carton, où il y a des blessés, voire des morts, et que des gros sous sont en jeu, et bah là tu peux compter sur ton assurance pour pousser l'expertise très loin. Et si ton swap ne plaît pas à l'expert, prépare-toi à raquer toute ta vie parce que tu seras déclaré responsable de l'accident. Pour les assurances, il existerait quand même quelques solutions, des assureurs qui sont prêts à prendre en charge des véhicules modifiés, mais ça reste quand même assez obscur avec pas mal d'astérisques. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je suis pas très joueur perso. Le CalorSta, c'est une source à problème, faut le supprimer. Combien de fois j'ai entendu ça? Donc cette pièce, qui a été mise au point par des ingénieurs, a été mise là juste pour le plaisir. Elle aurait aucun intérêt. Dans pas mal de pays chauds, c'est une coutume de retirer les CalorSta sur les vieux véhicules, pour éviter tout risque de surchauffe. Ça va permettre au liquide de refroidissement de circuler en continu et de toute façon les températures sont tellement extrêmes que ça n'empêchera pas le moteur d'atteindre sa température de fonctionnement optimale. Que ce soit pour les huiles ou les éléments mécaniques, il y a toujours une température de fonctionnement optimale. Donc que tu sois trop au-dessus ou trop en dessous de cette température, c'est jamais bon. Le CalorSta est donc là pour réguler la température du moteur. Une fois qu'il atteint une température définie, il s'ouvre et laisse circuler le liquide de refroidissement. Dans les pays froids ou à climat tempéré comme le nôtre, le CalorSta va permettre de faire chauffer le moteur plus rapidement une fois qu'on l'a démarré.
Une fois que le moteur atteint sa bonne température, le calorstat va s'ouvrir et laisser circuler le liquide de refroidissement pour maintenir en permanence cette bonne température. Quand tu vires ton calorstat et qu'il fait froid, ton moteur va mettre beaucoup plus de temps à atteindre sa température de fonctionnement idéale. Et ça va être encore pire quand tu vas te lancer à haute vitesse sur autoroute, que tu as de l'air frais à fond, que les ventilos sont à fond. Là, tu peux même carrément voir ton aiguille de température réduire et tourner moteur froid à plein régime. Tu as forcément déjà entendu le conseil d'anciens, ne jamais tirer sur un moteur à froid. Tu sais maintenant pourquoi le calorstat est loin d'être une idée conne. Ceux qui te parlent de virer le calorstat sont généralement des personnes qui ont été emmerdées avec des vieux calorstats grippés ou des radiateurs foutus qui ont fait surchauffer le moteur. Conseil quand même sur des vieux moteurs qui n'ont jamais été refaits de mettre des calorstats avec une température d'ouverture plus basse. Parce qu'avec la crasse, le calcaire que tu peux trouver dans les conduits de refroidissement des vieux moteurs, surtout quand certains avaient la bonne idée de mettre de l'eau, bah c'est pas dit que ton liquide de refroidissement circule aussi bien qu'à l'origine. Donc tu vas un peu compenser ça en faisant circuler le liquide plus rapidement dans ton moteur. On continue avec le refroidissement qui est quand même une des grosses craintes qu'on a avec nos véhicules anciens, parce que la plupart des voitures anciennes ont un refroidissement qui n'est pas régulé par une sonde. Donc en gros, c'est le ventilateur qui est entraîné directement par le moteur et dont la vitesse varie avec le régime moteur, ce qui fait que quand on est dans les bouchons, et ben le moteur est à son plus bas régime et le ventilateur tourne très peu et pas suffisamment des fois pour refroidir comme il faut. Ce pourquoi certains ajoutent des fois des ventilateurs électriques additionnels. Après honnêtement, si ton liquide de refroidissement est propre, qui circule bien et que tu as un bon radiateur, ça le fait. Mais un vieux radiateur d'époque est rarement 100% fonctionnel, même quand il présente bien. Il y a forcément des endroits où ça bouche, où ça suinte, même si tu le vois pas de l'extérieur, et un beau jour sur la route, t'as l'aiguille de température qui vire au rouge. Une purge et un bon nettoyage sont malheureusement pas toujours suffisants. Il y a un moment où il faut prendre le taureau par les cornes, et pour certains, la solution la plus rapide, c'est de remplacer le vieux radiateur en laiton par un radiateur alu type compète qu'on peut trouver sur Rock Auto pour une centaine de balles. Je dis pas que ces radiateurs sont pourris, mais si tu rajoutes les frais de douane et les frais de port, et t'es pas très loin du coût de rénovation de ton vieux radiateur, qui est à mon avis la meilleure solution. Déjà tu gagnes sur la qualité. Quand tu vois la différence de prix entre un radiateur d'entrée de gamme Rock Auto et un vrai radiateur alu de compète, tu te doutes qu'on n'est quand même pas sur les mêmes standards de qualité. La qualité des matériaux utilisés, la qualité de fabrication, je pense qu'on est même très loin des standards des radiateurs d'origine de nos véhicules. Notre avantage en rénovant ton radiateur d'origine, c'est que t'as pas besoin de rebricoler des fixations, c'est littéralement plug and play. Tu peux également remettre toutes les garnitures en plastique, le fan shroud ou tout le carénage en plastique qui va des fois jusqu'à la traverse, pour conserver l'aspect d'origine de ton véhicule. Parce que ces radiateurs alu sont souvent désadaptables et pas du sur-mesure. Autre chose aussi, ton radiateur en laiton en cuivre d'origine sera toujours rénovable, rattrapable, alors que ton radiateur alu premier prix, lui, premier problème, premier choc, première fuite, c'est poubelle. On adore le V8 pour sa mélodie et c'est clair qu'on a envie de le faire chanter. Écoutez-moi ça. J'ai eu une Chevrolet Caprice 1977 qui faisait un bruit de dragster. Quand je l'ai achetée, elle était quasiment en échappement libre, avec la ligne qui ressortait sous la portière arrière gauche. C'était super laid, et dès que je la démarrais, elle faisait trembler tout le souterrain. Le V8 350 me hérissait les poils à chaque démarrage, mais finalement, j'en ai eu très vite marre. Dès que tu démarrais, on t'entendait à 1 km à la ronde, franchement, c'était too much. Le pire, c'était surtout les longs trajets, quand tu veux cruiser à la cool, parce que la Chevrolet Caprice, c'est quand même à la base une bonne routière, une voiture très confortable et assez silencieuse. Et là, mais c'était n'importe quoi. Dès que je montais dans les tours, mais ça gueulait, ça vibrait dans l'habitacle, c'était hyper désagréable. Et dans les tunnels, mais j'avais la tête qui allait exploser, quoi. Donc au final, une très mauvaise expérience qui fait juste rigoler 5 minutes, et puis à la longue, t'en auras le bol. Je m'étais donc décidé à remonter toute la ligne d'origine, j'avais acheté tous les éléments sur Rock Auto, j'ai fait remonter l'ensemble dans un garage. Je rentre dans la voiture, je démarre, et là je me dis, mais il y a un problème. Pas de vibration, pas de bruit, le moteur a pas démarré, c'est pas possible. J'accélère, et là j'entends un souffle à l'arrière. En fait, la voiture, avec sa ligne d'origine, c'était même plus un bruit que j'avais, c'était un souffle. Tellement c'était discret. J'ai littéralement transformé ma Caprice V8 en Tesla. Et ça, c'était pas prévu non plus. Alors ça la rendait à l'inverse hyper confortable, un vrai tapis volant, on n'entendait même pas de bruit de moteur. Mais j'étais aussi un peu déçu parce que j'aurais aimé entendre un minimum de décibels de ce gros V8 5,7 litres. La morale de tout ça, c'est qu'il faut vraiment bien réfléchir au type d'échappement qu'on veut sur son véhicule. C'est quand même une opération assez lourde, c'est un bon budget, donc faut éviter de se louper. Le V8 c'est cool, ça sonne bien, mais l'échappement libre, ça peut vraiment très vite te casser la tête. Et à l'inverse, un échappement d'origine,
peut des fois vachement étouffer la mélodie du V8. Faut vraiment arriver à trouver le bon compromis et pas prendre ce choix d'échappement à la légère. Après c'est vraiment les goûts et les couleurs. Je sais que personnellement par exemple je déteste la sonorité des lignes inox. Je trouve que ça fait trop métallique, il y a trop de bruit de vibration, c'est particulier. Mais ça plaît à d'autres. Je considère aussi qu'en fonction du véhicule que j'ai, un muscle car, je peux comprendre que ce soit un peu plus gueulard, qu'on entende un peu plus ronfler le moteur. A l'inverse, une berline type Cadillac, pour moi ça reste quelque chose de feutré, et je resterai sur une ligne d'origine, alors peut-être passer en double ligne ou faire en sorte qu'on entende quand même un peu plus le V8, mais voilà, il y a un esprit qui colle aussi avec l'échappement de la voiture. On voit des tonnes de voitures américaines anciennes équipées de pneus Cooper Cobra à lettrage blanc, le look est sympa, mais c'est à peu près tout. Parce que ces pneus ont la réputation d'être des vraies savonnettes. Autant vous dire que sur des bagnoles qui n'ont pas des tenues de route exceptionnelles, faut vraiment être suicidaire. Je vous laisse imaginer le carnage sous la pluie. Ces pneus ont pas mal été diffusés parce que c'était longtemps le bon rapport qualité-prix pour qui voulait des pneus type muscle car à lettrage blanc avec les tailles qui vont bien. Mais quand on voit le résultat sur la route, je sais même pas si on peut parler de rapport qualité-prix. C'est toujours cher payé pour de la merde. La bonne alternative actuelle pour ceux qui veulent rester dans l'esprit, ça reste aujourd'hui les BF Goodrich Radial TA. Ils sont un peu plus chers certes, mais quand même bien plus safe. J'ai remarqué que beaucoup de propriétaires de véhicules anciens voulaient pas mettre d'argent dans les pneus, sous prétexte que le véhicule va rouler peu ou pas très vite, alors qu'il y a quand même une notion très importante de sécurité. Quand les conditions météo se dégradent, tu ressens très vite la différence entre des pneus cheap et des pneus de bonne qualité. Alors sur des véhicules, je me répète, qui ont quand même un comportement routier d'une autre époque, si en plus on s'ajoute une liaison au sol désastreuse, on se tire une balle dans le pied. Ce serait dommage de te foutre en l'air pour économiser 200 balles. En conclusion, au lieu de mettre de l'argent dans des optimisations pas toujours très efficaces, investis plutôt dans la fiabilisation de la mécanique, dans des bons pneus et un bon traitement anti-rouille. C'est des budgets souvent négligés et on connaît le résultat à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!